Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder 10 gestes écologiques qui permettent aussi d'économiser de l'argent. C'est rare finalement que dans la vie, on ait des choses qu'on puisse mettre en place et qui ont des avantages sur plusieurs aspects, mais c'est souvent le cas pour des gestes écologiques que l'on peut mettre en place. Alors c'est pas toujours le cas. Des fois, essayer de faire le meilleur choix, ce sera pas forcément ce qui aura de plus intéressant en termes de budget, en termes de charge mentale ou autre, mais parfois ça coïncide bien et donc on va aborder ces 10 points aujourd'hui. Le premier geste, ce serait d'essayer de faire un mois blanc. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, le mois blanc, c'est le fait de ne rien consommer pendant un mois, on va dire de non essentiel. Alors il y en a qui peuvent vraiment le pousser en ne consommant vraiment rien pendant un mois. Après ça peut être plus ou moins difficile selon si on a des enfants, selon si on a des contraintes, si on doit remettre de l'essence fréquemment dans sa voiture par exemple. Mais parfois si par exemple on a un congèle bien rempli, des placards plus que remplis, qu'on a déjà le plein d'essence dans sa voiture ou qu'on n'a pas de voiture ou qu'on a déjà chargé sa carte de transport, on peut essayer de faire le mois sans dépenses. Alors bien sûr on aura tout ce qui est prélèvement obligatoire, le loyer, le crédit, etc. parce qu'on peut pas vraiment agir dessus. Mais même on n'est pas obligé de le faire à 100%. On peut très bien faire des courses chaque semaine pour se réapprovisionner en fruits, en légumes, voilà, en produits frais. Mais on peut trouver un espèce de compromis comme ça. Le fait de faire un mois blanc, ça nous incite forcément à beaucoup moins consommer. Parfois ça peut aussi nous donner de bonnes habitudes pour la suite, ça peut nous permettre de voir la valeur des choses aussi. Quand on se remet à en acheter, se poser la question de si on en a vraiment besoin ou pas. Si on se sent pas capable de faire un mois blanc, parce que c'est quand même un sacré défi, et comme je le disais au début, ça dépend de notre situation, on peut tenter de faire une semaine blanche, et ça peut toujours être sympa, ou sinon on peut simplement faire un vide-placard par exemple pour l'alimentation. Ça marche aussi. Dans tous les cas, chaque petite initiative que l'on peut prendre et qui nous incite à réfléchir sur notre consommation, sur notre budget, va généralement avoir pas mal d'impact, et rien que le fait d'y penser, c'est déjà un grand pas dans cette démarche. On peut aussi faire un mois blanc pour économiser pour un projet par exemple, ou même si on a le projet de se mettre à son compte ou d'avoir une baisse de revenus par rapport à un choix de vie que l'on ferait, ça peut nous permettre aussi de voir si on est capable de vivre avec moins de salaire que ce qu'on a aujourd'hui, ou tout simplement comment on ferait si demain on avait un revenu qui diminuait, si on se retrouve au chômage ou si on a la perte d'une aide, de voir comment on pourrait faire si notre situation financière évoluait, et le mois blanc peut vraiment aider dans cette démarche. Le deuxième point, ce serait d'essayer de moins acheter de produits neufs en général, donc de consommation tout court, mais peut-être de voir si on peut se diriger vers l'occasion. Parfois on peut aller voir sur les sites de dons aussi, on peut voir si on trouve quelque chose qui nous correspond. C'est pas possible tout le temps, et il faut pas culpabiliser si on achète des produits neufs, mais c'est vrai que les produits neufs ont un impact important sur l'environnement, et c'est bien déjà d'en avoir conscience, de le prendre en compte. Déjà de le savoir, ça peut nous faire mieux réfléchir avant un achat, ça rejoint un petit peu le point d'avant. Et même au niveau des achats d'occasion, de ne pas forcément tout acheter sous prétexte que c'est d'occasion. Il y a énormément, par exemple aujourd'hui avec Vinted, d'achats de vêtements d'occasion, mais qui finalement sont des vêtements qui ont été portés 2-3 fois, et beaucoup de gens sont dans un cycle de surconsommation même avec les sites de vente d'occasion, puisque ça permet d'acheter, de vendre, de récupérer de l'argent, de racheter des produits neufs, et finalement c'est pas si écologique que ça. Le mieux c'est de toujours penser avant d'acheter quelque chose, de ne pas culpabiliser quand on l'a fait parce que ça ne sert à rien, mais de toujours penser à si on a vraiment besoin de cet objet, même si c'est de l'occasion, même si c'est un don, parce que finalement quand on s'encombre d'objets, c'est des objets qui prennent de la place, c'est des objets qu'on doit nettoyer, ça demande de la charge mentale en dépoussiérage par exemple, donc c'est bien d'y penser à chaque fois, sans se mettre trop de pression bien sûr, mais en tout cas c'est un point qui peut vraiment faire économiser, puisque moins on achète d'objets neufs, moins on a tendance à dépenser d'argent, donc c'est vraiment un point qui coïncide écologie et petit budget. Le troisième point, ce serait qu'au-delà du fait d'acheter, de vendre ou même de récupérer un objet et de le posséder, de plutôt axer sur la mise en commun dès que c'est possible. C'est quelque chose qu'on pratique encore assez peu finalement, parce qu'on a vraiment l'habitude dès qu'on a besoin d'avoir quelque chose, d'avoir envie de le posséder pour l'avoir toujours sous la main, mais finalement il y a plein de choses qu'on pourrait mettre en commun. Le matériel de bricolage, on peut même envisager, si on n'a pas tout le temps besoin de sa voiture, de la louer à d'autres gens sur des sites de particuliers. On peut aussi emprunter une voiture dès qu'on en a besoin au lieu d'en avoir une tout le temps si ça correspond à notre besoin. Et finalement le fait de partager, d'échanger, c'est quelque chose qui pourrait vraiment permettre de produire moins d'objets, et ça entre aussi dans une thématique d'entraide et qui, au-delà de l'aspect budgétaire, est une thématique sociale qui est importante et qui mène vers de belles valeurs je trouve. On en parlait dans une de mes vidéos récentes sur le budget de mon abonnée Nelly, qui nous indiquait que par exemple pour faire des économies sur le poste vêtements, elle achète des choses en commun avec sa mère puisqu'elle cohabite, et ça leur permet de ne pas acheter tout en double, et vraiment sur certaines pièces qu'on ne porte pas souvent, ça peut être super pratique de les avoir quand on a une occasion où on a besoin de les porter, mais de pas forcément les avoir qui dorment en permanence dans notre placard.
C'est pareil pour tout ce qui est location de vêtements, ça peut devenir cher et c'est pareil, on peut y être un peu accro aussi. Je pense que comme toute initiative écologique, il peut vraiment y avoir des dérives derrière, où finalement on surconsomme quelque chose en se donnant bonne conscience parce que ça a une image écologique. Donc je pense qu'il faut pas tomber dans le piège non plus, mais de temps en temps pour des occasions, ça peut être vraiment sympa. Le quatrième point, je ne pouvais bien évidemment pas l'omettre, c'est le fait de diminuer sa consommation de viande. Alors ça fait pas forcément faire des économies tout le temps, mais par contre ce qui est sûr c'est que si on diminue sa consommation de viande pour augmenter sa consommation de légumineuses par exemple ou de tofu, qui sont des aliments très peu consommés alors qu'ils sont très peu demandeurs en eau, en énergie, pour être produits finalement ce sont des aliments très écologiques qui ont une empreinte carbone bien inférieure à celle de la viande. Les intégrer dans notre alimentation, ça peut avoir en plus des bénéfices sur la santé puisque c'est plein de fibres, de protéines et de plein de bonnes choses dont on manque souvent. La consommation de légumineuses d'ailleurs en France a été divisée par 6 ou 7 ou quelque chose comme ça en un siècle. On en mangeait beaucoup plus avant. Et si on ne sait pas comment les intégrer, il y a plein de recettes sur ma chaîne qui vont intégrer des légumineuses, qui vont intégrer du tofu. Et si vous vous posez la question, parce qu'il y a souvent ce cliché sur le tofu qui viendrait de l'autre bout du monde, alors pas du tout, vraiment la plupart des tofu que vous allez trouver en magasin, si vous regardez l'origine, viendront généralement de France, parfois ça peut venir d'Europe, selon les marques. Moi j'aime bien l'acheter en magasin asiatique parce qu'ils ont du tofu traditionnel qui est vraiment excellent en termes de texture et généralement il vient de France ou d'Europe et il est produit en France. Mais voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le tofu si vous voulez tout savoir dessus et déconstruire vos préjugés sur le fait que le tofu ça ne serait pas bon ou ça n'aurait pas de goût. Quand on regarde les gestes qui ont le plus d'impact sur notre empreinte carbone, d'ailleurs je vous invite vraiment à faire le test, je vous mettrai un lien en barre d'infos si vous voulez aller tester votre empreinte carbone, voir à combien vous en êtes en termes de tonnes de CO2 par an. On voit que la viande, ça a vraiment un énorme effet, ça fait partie des postes qui émettent le plus d'équivalent CO2, mais c'est surtout un des postes les plus faciles à réduire. Parce que par exemple la voiture ça va en faire partie, mais c'est pas forcément évident à réduire. Si on habite à la campagne, si on habite à 30 km de son travail, à moins de changer de travail ou peut-être de penser à du covoiturage ou quoi, ça peut être compliqué de vraiment agir sur ce poste-là. Alors que sur notre consommation alimentaire, finalement, c'est là où on a beaucoup de pouvoir, puisqu'on peut très facilement essayer d'intégrer de nouvelles habitudes. Ça veut pas dire qu'on doit être à 100% parfait. Je sais très bien que tout le monde ne peut pas devenir vegan du jour au lendemain, mais si on peut de temps en temps remplacer un repas par des légumineuses, essayer de faire des petits gestes comme ça, des petits swipes, essayer par exemple d'intégrer du lait végétal dans ses petits déjeuners, c'est des gestes qui peuvent avoir beaucoup d'impact, surtout si beaucoup de gens les font. Le cinquième point, ce serait de convertir le prix d'un objet que l'on souhaite acheter en salaire horaire. Et par exemple, ça peut amener à se dire, est-ce que vraiment ça valait le coup de travailler l'intégralité de mon jeudi pour m'acheter cet objet, de me lever tôt, de me préparer, de me concentrer, de travailler, tout ça pour cet objet, est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que je le referai pour cet objet ou pas? Des fois penser en temps horaire ça peut avoir un impact sur les gens, alors pas toujours, ça dépend vraiment de notre manière de concevoir notre temps et des fois on n'est pas forcément payé à l'heure non plus donc ça ne marche pas toujours, mais ça peut donner une équivalence et même si on n'a pas un salaire horaire, de penser en SMIC par exemple, combien vaut une heure de SMIC et combien vaut cet objet, etc. Ça peut vraiment permettre de mettre en perspective un petit peu le prix de cet objet parce qu'en magasin ou même sur les boutiques en ligne on peut être totalement influencé par le prix des autres objets, on se dit finalement ça c'est pas cher. Des fois il y a même un mécanisme qui se produit, c'est qu'on voit des objets très chers, ça nous frustre de pas pouvoir les acheter, du coup on va se rabattre sur un objet en disant bon ça va il coûte 40 €, c'est pas cher, à côté des trucs à 500 € que je viens de voir. Mais finalement ces 40 €, est-ce que de base on a envie de les dépenser? Et de repenser dans l'autre sens finalement, plutôt que de comparer avec les autres objets, comparer avec quelque chose pour lequel on donne notre temps, et notre temps finalement c'est quelque chose de très précieux, ça peut permettre de le repenser totalement, et si jamais on fait le choix de l'acheter, peut-être de mieux l'apprécier, en se disant qu'on est conscient de la valeur qu'on a échangée contre cet objet, et ça permettra peut-être d'en prendre plus soin, ou de mieux le considérer, ou d'être satisfait pendant plus longtemps, parce qu'il y a aussi cette chose qui se produit, c'est que quand on achète un objet, on en est super content, et des fois on a très vite un autre besoin qui vient se greffer, et ça c'est un peu le cycle infini, c'est qu'à un moment, forcément on aura toujours plus d'envie que d'argent, donc en fait on ne pourra jamais combler 100% de nos envies, parce que si on en comble une, on en a une autre qui arrive, et donc de réfléchir à celles qui sont vraiment essentielles pour nous, ou qui nous apportent du bonheur. Et donc ça, le fait de penser les achats en salaire horaire, c'est quelque chose dont j'ai pas vraiment parlé ces derniers temps. Je pense que la dernière fois que j'en ai parlé c'était il y a 2 ou 3 ans dans une vidéo, et j'ai encore vraiment très fréquemment des retours sur ce conseil en MP sur Instagram de gens qui me disent qu'ils l'appliquent depuis et que ça les a vraiment aidés à moins consommer, et ça c'est pareil, ça va avoir un impact sur notre empreinte carbone de moins consommer et évidemment sur notre porte-monnaie, et c'est ce qu'on recherche aussi.
Le sixième point, ça va être de favoriser les voyages pas trop loin de chez nous. Alors on a tous notre propre notion de ce qui est loin ou pas, et c'est vrai que parfois on peut se dire que c'est contradictoire parce qu'il y a des vols pour aller à l'autre bout du monde qui vont coûter moins cher qu'un billet de TGV pour aller à 400 km de chez soi. J'exagère peut-être un peu, mais franchement des fois c'est vraiment le cas et ça peut être totalement frustrant et je le conçois. J'avais des proches récemment qui regardaient les prix pour aller passer un week-end à Rome. S'ils y allaient en avion, c'était pas très cher et en plus ça leur permettait de passer que 2 nuits sur place, donc de pas payer trop cher en Airbnb. Mais s'ils voulaient y aller de manière plus écologique, donc en bus ou en train, ça leur revenait beaucoup plus cher, plus le fait que vu que le trajet est plus long, on a envie de rester plus longtemps là-bas. Mais ça peut être aussi une manière de reconcevoir le voyage, de se dire que c'est vrai que c'est chouette les week-ends à l'étranger, les week-ends très loin, mais que c'est pas forcément tenable en termes d'écologie, et on peut peut-être essayer de voir s'il n'y a pas des choses géniales à faire pas si loin que ça de chez nous. J'ai une amie qui pour ses 1 an avec son copain hésitait entre un voyage à l'étranger et le fait de faire un week-end pas trop loin. Finalement elle a loué un Airbnb seulement à 45 minutes de là où elle habite et elle a loué un super Airbnb. Finalement le budget qu'elle aurait mis dans le billet d'avion, même si c'était un billet d'avion pas trop cher, ça lui a permis de faire vraiment un week-end dans une maison absolument magnifique, vraiment pas très loin de chez elle, et ça peut se prendre en compte aussi, et on peut bien sûr garder du budget ou garder la possibilité en termes d'écologie de faire de plus gros voyages de temps en temps, mais peut-être repenser notre manière de voyager et pas forcément partir directement en dehors de l'Europe ou juste dans n'importe quel pays d'Europe. À chaque fois qu'on a des jours fériés et que finalement on a un week-end de 3 jours, on peut aussi voir le voyage autrement et le consommer plus lentement et pas forcément vouloir aller loin pour pas longtemps, même si je sais que ça, on a tous des conceptions différentes dessus. Et bien évidemment, mon but sur ce point-là n'est absolument pas de juger. On est tous dans notre propre cheminement et on a tous des choses qui sont plus ou moins importantes pour nous, mais d'en parler, ça peut être bien aussi et de voir quelles sont les solutions possibles. Puisque comme je le disais dans un des points précédents, si on a un gros impact sur notre alimentation, on a aussi un gros impact sur la manière dont on voyage et autant sur nos trajets du quotidien ou sur des choses qui sont déjà là. On n'a pas forcément un impact énorme et c'est dur des fois de changer nos habitudes, mais pour des voyages qu'on a prévu de faire dans l'avenir, là on a encore toutes les options disponibles et c'est à nous de choisir ce qui nous paraîtra le mieux. Le 7e point, ce serait de vivre dans moins de mètres carrés. C'est pas faisable pour tout le monde, j'en suis bien consciente, mais quand on habite dans moins de mètres carrés, généralement ça peut permettre de payer moins cher de loyer. Ça peut permettre aussi d'habiter en centre-ville. Si par exemple on veut faire le choix de ne pas avoir de voiture et de prendre les transports en commun, c'est généralement mieux desservi en ville, sauf qu'en ville les loyers sont plus chers. Parfois, réussir à s'adapter à moins de mètres carrés, ça peut permettre d'avoir des avantages sur plusieurs points comme ça. Ça permet aussi de consommer moins d'énergie pour chauffer son logement si on allume le chauffage, ça permet de passer moins de temps à le nettoyer, ça permet d'accumuler moins d'objets aussi, donc ça peut nous permettre de moins consommer. Après c'est à voir aussi, et c'est pas forcément quelque chose qui nous convient, on peut aussi envisager de partager ces mètres carrés avec la colocation, on peut faire de la colocation intergénérationnelle. Si par exemple on a déjà un logement qui est trop grand pour nous mais qu'on n'a pas envie de le revendre ou de le mettre en location, on peut voir si on a une chambre pour accueillir quelqu'un, que ça pourrait dépanner le temps de faire ses études ou le temps d'avoir son premier job, ou même une cohabitation un peu sur le long terme, ça peut être bien aussi. Après c'est comme pour tous les conseils, c'est peut-être pas pour nous, on n'est pas obligé d'agir sur tous les points et c'est pas parce qu'il y a un point sur lequel on ne peut vraiment rien faire. Si par exemple on n'est pas prêt à faire de concessions sur les mètres carrés ou même sur le point d'avance, sur l'avion, si on n'est pas prêt à faire des concessions dessus, on peut très bien agir sur les autres points. Ce qui est bien c'est qu'actuellement on a une marge de progression énorme, donc on peut déjà choisir les points sur lesquels on pense qu'on peut avoir de l'impact. Le 8e point, c'est que lorsque l'on achète un objet high-tech, on va dire, donc électroménager ou même tout ce qui est informatique, on peut réfléchir à son prix au-delà de juste le prix d'achat, donc ce que l'on va donner pour obtenir cet objet, mais réfléchir aussi sur le prix dans la durée. Par exemple, si on prend un plus grand écran, généralement ça va plus consommer qu'un petit écran. Si on achète un plus grand frigo, ça va plus consommer qu'un petit frigo. Pour vous donner un exemple, nous lorsque l'on a acheté cet appartement, on a essayé de récupérer beaucoup de choses des anciens proprios, on leur a racheté pas mal de meubles, puisque c'était notre manière aussi d'acheter des objets de seconde main. Mais par exemple, ils nous ont proposé de nous revendre leur frigo. En soi, moi ça m'aurait intéressé de ne pas acheter un frigo neuf, parce qu'en termes d'empreinte carbone, c'est bien de ne pas racheter du neuf. Mais sur un autre point, leur frigo était beaucoup plus grand que le nôtre, c'était vraiment un double frigo américain, puisque eux ils avaient une famille nombreuse, et donc c'est des gros frigos avec un énorme congèle, c'est vraiment beaucoup plus gros que le nôtre, et ça consomme beaucoup plus que ce dont on a besoin. Et même si sur le coup ça nous aurait fait des économies de racheter leur frigo, puisqu'ils nous le vendaient à peu près 200 € moins cher que ce qu'on a payé notre frigo neuf,
Sur le long terme, en consommation d'énergie, je pense que ça aurait représenté beaucoup. Au niveau de ma facture énergétique, dans notre ancien appartement par exemple, on s'était rendu compte que ce qui consommait le plus dans notre appart, vu qu'on n'allume pas le chauffage, c'était le frigo pendant l'été et c'était également l'ordinateur de mon copain, puisque pour travailler il a besoin de 2 écrans pour son entreprise, mine de rien c'est quelque chose qui consomme énormément. On peut voir sur l'application de notre fournisseur d'énergie notre fil d'actualité avec notre consommation chaque jour et on peut vraiment voir la différence des jours où mon copain est en télétravail ou quand il est en présentiel, et même sur cette application on peut regarder heure par heure et on voit vraiment que notre consommation augmente au moment où il allume son ordinateur et on peut totalement jouer sur ces points-là. Et c'est des choses que des fois on prend pas en compte. C'est pareil lorsque l'on achète un logement ou lorsque l'on va louer un appartement ou peu importe une maison, de regarder le diagnostic énergétique mais aussi de demander aux anciens habitants s'ils peuvent nous montrer leur facture d'énergie, s'ils sont ok avec ça. Et ça peut nous donner une idée de ce que le logement peut coûter en fonctionnement en termes d'énergie. Et après ça peut nous permettre de comparer aussi notre propre consommation aux anciens locataires ou propriétaires. Et ça peut vraiment être bien pour se rendre compte de son évolution. Le 9e point, ça va être de cuisiner maison quand on en a la possibilité. Alors ça vraiment, je prends toujours des précautions avec ce genre de points parce que je sais qu'on n'a pas tous la même disponibilité mentale, qu'on n'a pas tous les mêmes compétences en cuisine aussi. Des fois, on part de pas grand chose et on sait pas forcément comment faire. On n'a pas forcément le matériel aussi et des fois le fait de pas avoir de four, de pas avoir de congélateur, d'avoir un tout petit frigo ou d'avoir un matériel de cuisine très limité ou un espace très limité. Je pense notamment aux studios de 10 mètres carrés qui sont loués avec vraiment une mini kitchenette. On n'a pas forcément le matériel pour réellement cuisiner et parfois ça peut augmenter un petit peu notre budget alimentaire parce qu'on est obligé d'acheter certaines choses préparées, mais quand on en a la possibilité, le temps, la disponibilité on va dire, cuisiner maison ça peut vraiment faire économiser. Je m'en rends compte par exemple avec les steaks végétaux que je vais cuisiner maison, ça me revient 4 fois moins cher que de les acheter dans le commerce. Quand je fais des plats, des mijotés, où je peux mettre des légumineuses justement dont je vous parlais avant, c'est vraiment un moyen de baisser ma facture même par rapport au tofu de magasin bio par exemple ou si j'achète du tempeh tout prêt. Ce sont des choses qui coûtent quand même assez cher. Pareil pour tout ce qui est gâteau, goûter, quiche, ça coûte souvent moins cher. Après on peut aussi optimiser par rapport à tout ce qui est préparé. On peut voir s'il y a des choses pas trop chères qui nous permettent de nous libérer de la charge mentale et qui nous explosent pas le budget. Par exemple les préparations un peu de légumes type couscous, ce genre de choses, ça peut dépanner. Les légumes surgelés, non seulement ça peut dépanner mais en plus de ça, ça peut même coûter moins cher que les fruits et légumes frais. Et en plus de ça, c'est très riche en vitamine C parce que ça a généralement été surgelé juste après récolte. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut être sympa à intégrer. Ça peut nous permettre de manger plus de légumes aussi, d'avoir une alimentation plus variée. Donc ça peut vraiment être chouette. Et après on va avoir certaines préparations comme les pâtes à tarte par exemple. Ça peut vraiment permettre de se simplifier un petit peu la vie, de pas forcément salir son plan de travail quand on a un peu la flemme de faire une pâte à tarte maison. Et pour autant ça ne coûte pas très cher. Ça coûte toujours plus cher que de faire une pâte maison, puisque quand on le fait maison ça va peut-être coûter 20 ou 30 centimes d'ingrédients et quand on l'achète ça va coûter autour de 1 euro. Mais ça reste une différence de prix qui n'est pas énorme on va dire si on compte vraiment en euros ce que ça représente sur le budget course. Et si ça nous permet avec cette pâte de se faire une quiche pour 4 euros qui va nous faire 3 repas, ça fait vraiment un repas plutôt économique au final. Le 10e point, ce serait le fait de choisir un lieu de vie en fonction de son accessibilité et de son éloignement par rapport à notre travail. Donc c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire, encore une fois, comme d'habitude et comme sur tous les sujets en réalité, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas le garder dans un petit coin de notre tête et peut-être que ça peut nous servir dans 5 ans quand on sera face à ce choix, que ça peut nous servir pour conseiller quelqu'un qui pourrait être face à ce choix aussi. Mais par exemple, je repense à un témoignage que j'avais eu dans un budget abonné que j'avais reçu d'une personne qui avait fait le choix d'habiter à la campagne mais vraiment très proche d'une gare TER pour pouvoir y aller en vélo et ce qui lui permettait finalement de ne pas avoir besoin de voiture tout en étant en pleine campagne grâce au fait que c'était optimisé au maximum. Donc peut-être qu'avec le fait que le prix de l'essence augmente et qu'on est face à une diminution de pas mal de ressources, on peut commencer à prendre en compte ce point pour nos futurs projets ou les projets de nos proches, de se dire que peut-être ça peut être bien de pas forcément habiter à 50 km de son travail. Après un travail ça peut changer, ça dépend aussi de la stabilité de notre travail et bien sûr on va pas acheter une maison à chaque fois et déménager dès qu'on a un nouveau travail, on fait au mieux et on est aussi plusieurs personnes dans un foyer donc évidemment c'est à prendre en compte, on peut pas faire le truc qui correspondra à tout le monde, mais si par chance ça peut correspondre à notre situation, qu'on peut se rapprocher de notre lieu de travail, que notre conjoint ou nos proches ont un lieu de travail qui n'est pas trop loin aussi et que ça peut coïncider,
et que peut-être ça coûte un petit peu plus cher en loyer mais ça nous permet de ne pas avoir de voiture, ça peut vraiment faire de grosses économies où on peut repenser à différents points que j'ai abordés dans la vidéo, le fait de mettre en commun, on peut partager une voiture avec ses proches, on peut peut-être passer de 2 voitures pour le foyer à une voiture, on peut envisager aussi pour d'autres ressources, par exemple si on a des enfants, de se rapprocher de ses parents, si par exemple ils peuvent les garder, c'est pas toujours le cas mais si jamais il y en a la possibilité, peut-être que ça peut entrer en jeu. Dans tous les cas dans mes vidéos ce ne sont bien évidemment jamais des tutos, on va jamais trouver des solutions qui correspondent exactement à notre situation mais on peut piocher un petit peu partout et parfois les garder en tête aussi. Je pense aussi que dans les gens qui me regardent, je le vois dans les statistiques dans tous les cas, il y a beaucoup de personnes jeunes aussi, des personnes qui ont 17-18 ans et qui arriveront bientôt dans une étape de la vie où ils pourront choisir s'ils prennent une voiture ou pas, le lieu de leur logement, la taille de leur logement, le type de mode de vie. Et quand on a 17 ou 18 ans, on n'a pas encore forcément trop d'habitudes de consommation, en tout cas d'habitudes de consommation de vie seule, on va dire de vie d'adulte, qui sont installées. Donc ça peut être le moment où plein de possibilités peuvent se présenter à nous et où on peut faire des choix de vie qui peut-être nous handicaperont moins pour l'avenir. Si par exemple on a envie d'acheter un logement à 30 ans et qui nous permettront de mieux mettre de côté pour préparer un apport pour ça. Donc ça peut être pris en compte aussi. Et c'est tout pour ces 10 gestes que l'on peut essayer de mettre en place selon notre situation qui auront l'avantage de nous faire économiser de l'argent et de réduire un petit peu notre empreinte carbone. Je pense que ce sont des thématiques essentielles en ce moment. Pour moi vraiment les piliers on va dire ce sont vraiment prendre soin de l'environnement, prendre soin de sa santé et prendre soin de son budget. On va dire que c'est un peu les 3 piliers de la richesse parce que si on prend soin de son budget mais qu'on vit dans un monde de plus en plus pollué, c'est pas forcément bénéfique. Après il faut pas tout reposer sur nous non plus, on n'est pas seul responsable de la pollution. Et notre impact n'est pas individuel seulement, c'est juste que c'est bien de faire ce que l'on peut, d'essayer de mettre en place des gestes qui dans notre quotidien finalement ne pèsent pas tant que ça, mais qui peuvent faire une différence quand elles sont adaptées à beaucoup de monde. Et si on inspire des gens à le faire ou si on est nombreux à se mettre à faire ces gestes, ça peut jouer aussi. Bien sûr ça ne nous empêche pas de réclamer, de demander aux collectivités de faire des choses, de faire des choix politiques aussi en fonction de ça, puisque ça joue énormément et bien plus que juste trier nos déchets dans notre coin. D'ailleurs c'est bien de trier ses déchets aussi si jamais vous le faites pas. Ça peut être bien de commencer à le faire. Je pense que pour la plupart vous connaissez le ton de mes vidéos, c'est jamais pour culpabiliser, c'est simplement pour voir ce que l'on peut mettre en place si ça ne nous prend pas trop de charge mentale, si ça ne nous pèse pas trop, et de ne pas culpabiliser sur chaque chose imparfaite que l'on fait parce que personne ne peut être parfait et on n'a pas besoin de se coller 1 milliard d'injonctions non plus, on fait en fonction de ce que l'on peut et c'est déjà pas mal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous pouvez laisser un commentaire, me dire s'il y a des gestes que vous faites dans votre quotidien dont vous êtes fiers, qui vous permettent de réduire votre empreinte carbone, qui vous permettent d'économiser, des gestes auxquels je n'aurais pas pensé ou peut-être dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. D'ailleurs j'ai pas mal de vidéos qui parlent d'écologie, qui parlent de budget, qui parlent d'alimentation aussi, de nourriture, de recettes petit budget et aussi de recettes petit budget et écolo. J'aime bien rallier plusieurs thèmes comme ça très régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne d'ailleurs si ce sont des thématiques qui peuvent vous plaire. On peut aussi se retrouver sur Instagram, mon compte c'est Mur et Noisettes et je partage beaucoup de choses là-bas aussi. En tout cas, moi je vous retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer une très belle journée ou soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Ciao ciao!